20 mars 2026, imagine une nuit sans lune sur le Nil. L'air est chaud, chargé d'encens et de poussière de désert. Dans l'obscurité d'un temple interdit, une femme ajuste sa double couronne, celle des pharaons. Ses scribes tremblent, ses généraux baissent les yeux. Et quelque part, dans l'ombre, des hommes complotent déjà pour effacer jusqu'à son nom de la pierre. Elle s'appelle Hatshepsut, et dans quelques décennies, elle n'existera plus. Pas parce qu'elle est morte dans l'oubli, mais parce que quelqu'un a pris le temps, méthodiquement, de la faire disparaître de l'histoire. Voici ce que peu de gens savent. L'Égypte antique, cette civilisation qu'on nous présente comme figée dans ses hiéroglyphes et ses momies, a vécu l'une des plus grandes tentatives d'effacement de l'histoire humaine. Et les victimes n'étaient pas des ennemis étrangers, ni des esclaves rebelles. C'étaient leurs propres reines, leurs propres pharaons. Des femmes qui avaient régné, construit, conquis, et qu'on a ensuite rayées de la pierre comme si elles n'avaient jamais existé. Aujourd'hui, on soulève ce voile, et je te promets que ce que tu vas découvrir va changer ta façon de voir l'Égypte antique pour toujours. Commençons par une question que l'histoire officielle évite soigneusement de poser. Combien de femmes ont réellement régné sur l'Égypte antique ? Si tu as suivi une scolarité classique, on t'a probablement parlé de Cléopâtre, peut-être de Néfertiti, mais surtout comme épouse d'Akhénaton, rarement comme puissance politique à part entière. Et c'est à peu près tout. La vérité ? Les égyptologues ont identifié au moins 7 femmes pharaons sur 3000 ans d'histoire égyptienne. 7. Et parmi elles, certaines ont régné pendant des décennies, mené des expéditions commerciales vers des terres inconnues, supervisé la construction de monuments colossaux, des monuments qui rivalisent avec tout ce que les hommes ont bâti. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle presque jamais ? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Écoute bien, parce que ce qui s'est passé en Égypte antique ressemble à quelque chose qu'on reconnaît encore aujourd'hui, cette idée que le pouvoir a un visage, et que ce visage doit être masculin. Les anciens Égyptiens avaient un concept qu'ils appelaient le Ma'at, l'ordre cosmique, l'équilibre parfait de l'univers. Le pharaon était le garant de ce Ma'at, il était le fils de Ré, l'incarnation d'Horus sur Terre, et dans l'imaginaire égyptien, cette figure divine était par nature masculine. Mais voilà le paradoxe magnifique. Quand le pouvoir n'avait pas d'héritier mâle en âge de régner, quand la lignée était fragile, quand l'empire avait besoin de stabilité, les Égyptiens n'hésitaient pas à placer une femme sur le trône. Pas par idéalisme, par pragmatisme, par nécessité. Et souvent, ces femmes se révélaient être parmi les dirigeants les plus efficaces de leur époque. Puis, quand la situation se stabilisait, quand un homme reprenait les rênes, le travail d'effacement commençait. Parlons de la plus connue d'entre elles, Hatshepsut, reine environ 1479 à 1458 avant Jésus-Christ, soit 21 ans sur le trône du pays le plus puissant du monde antique. Pour comprendre qui était Hatshepsut, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel elle est arrivée au pouvoir. Son père, Thoutmôsis Ier, était un pharaon brillant et conquérant. Hatshepsut était sa fille préférée, formée dans les couloirs du pouvoir depuis l'enfance. Quand il mourut, la couronne passa à son demi-frère Thoutmôsis II, qu'elle épousa comme le voulait la tradition royale. Thoutmôsis II mourut jeune, laissant pour héritier un fils d'une femme secondaire, Thoutmôsis III, encore enfant. Hatshepsut devint régente. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle ne laissa pas la place. Vers la 7e année de son règne, Hatshepsut franchit un pas que très peu avaient osé. Elle se proclama pharaon à part entière. Pas régente, pas reine, pharaon. Elle fit sculpter son image en homme, avec la barbe postiche traditionnelle, le némès royal sur la tête. Elle adopta les 5 titres du pharaon. Elle parlait d'elle-même au masculin dans certaines inscriptions et au féminin dans d'autres, comme si elle refusait de choisir, comme si elle transcendait la distinction elle-même. Tu te demandes peut-être comment c'était possible, comment les prêtres, les nobles, les généraux ont accepté ça. La réponse est simple et dérangeante à la fois, parce qu'elle était exceptionnellement compétente. Voici ce que l'histoire